Je donne maintenant la parole à son Excellence Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a quelques jours, dans ce bâtiment, s'est tenu le forum intitulé « Sommet du futur ». La Russie a montré sa compréhension à l'idée du secrétaire général de convoquer ce sommet, car la crise de notre organisation s'aggrave et il faut faire quelque chose à ce sujet. Et nous avons été impliqués, honnêtement, dans les préparatifs du sommet, même si, très franchement, nous ne nous faisions pas d'illusions particulières à ce sujet. Dans l'histoire contemporaine de l'ONU, il y a eu de nombreux événements ambitieux qui se sont conclus par des déclarations retentissantes qui ont été vite oubliées. Par exemple, en 2000, le sommet du millénaire s'est donné pour mission de libérer les peuples du fléau de la guerre. 2 ans plus tard, les États-Unis, à la tête de la coalition des volontaires, sous un prétexte adorable et sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, ont envahi l'Irak, un pays qui n'a toujours pas pu se remettre des conséquences destructrices de cette escapade. En 2005, le sommet mondial des Nations Unies s'est engagé à instaurer une paix juste conformément aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies. Cette obligation sacrée n'a certainement pas empêché les États-Unis et leurs alliés de pousser le dirigeant géorgien de l'époque, Mikhail Saakachvili, à déclencher en 2008 une agression armée contre le peuple d'Asie du Sud et les forces de maintien de la paix russes. 3 ans plus tard, l'OTAN a organisé une intervention militaire en Libye, détruisant son statut d'État et sapant la stabilité des pays voisins. En 2015, le sommet des Nations Unies sur le développement durable a adopté des plans grandioses pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, mais ils se sont avérés être des promesses creuses au vu de la réticence des pays occidentaux à renoncer à leurs nouvelles pratiques coloniales consistant à exploiter les richesses du monde entier à leur profit. Il suffit de regarder les statistiques des promesses tenues en termes de financement du développement des pays du Sud et de transfert de technologies respectueuses de l'environnement. Tout comme Kofi Annan et Ban Ki-moon par le passé, l'actuel secrétaire général a avancé sa propre initiative sous le slogan de relancer la coopération mondiale. C'est un excellent slogan. Qui pourrait s'y opposer? Mais de quelle coopération mondiale peut-on réellement parler à l'heure où l'Occident a piétiné toutes ces valeurs inébranlables de la mondialisation dont il nous parle depuis tant d'années du haut de cette tribune en essayant de nous convaincre qu'il assurerait un accès égal pour tous aux biens de la civilisation contemporaine? Où est l'inviolabilité de la propriété, la présomption d'innocence, la liberté d'expression, l'accès à l'information, la concurrence loyale sur des marchés aux règles compréhensibles et immuables? Le secrétaire général parle de coopération mondiale au moment même où les pays occidentaux ont déclenché une véritable guerre de sanctions contre une bonne moitié, voire la majorité des États du monde. Et le dollar, qui nous était présenté comme le patrimoine et le bien de toute l'humanité, s'est grossièrement transformé en arme. Depuis plus de 60 ans, Cuba est soumise à un blocus commercial. Une suppression que réclame l'écrasante majorité des membres de la communauté internationale. Dans la poursuite de l'objectif toujours plus éphémère de préserver leur domination, Washington bloque le travail normal de l'Organisation mondiale du commerce sur le règlement des différends et la réforme des institutions de Bretton Woods, dont les structures ne reflètent plus depuis longtemps le véritable équilibre des forces dans l'économie et les finances mondiales. L'Occident veut également transformer l'ONU en un outil pour faire avancer ses projets mercantiles. Comme l'a montré le sommet du futur, les tentatives visant à éroder la nature intergouvernementale de l'organisation se multiplient. Les changements nécessaires depuis longtemps dans la composition du secrétariat sont retardés. Les postes clés du secrétariat sont désormais essentiellement occupés et confiés à des représentants de la minorité occidentale.
Si le secrétaire général appelle à un redémarrage de la coopération mondiale, alors le secrétariat doit promouvoir des idées unificatrices et proposer des options de compromis plutôt que de trouver des excuses pour introduire dans le travail de l'ONU des récits qui profitent à l'Occident. Il n'est pas trop tard pour insuffler une nouvelle vie à l'ONU. Mais pour ce faire, nous ne pouvons pas organiser de sommets et de déclarations irréalistes. Cela doit plutôt se faire en rétablissant la confiance sur la base du principe de la charte de l'égalité souveraine de tous les États membres. Cependant, tant que la confiance est ébranlée pour le moment, elle l'est et les actions de l'Occident visant à créer, en contournant l'ONU, des formats étroits qui lui sont subordonnés pour résoudre des questions subsidiaires fatidiques telles que la gouvernance de l'Internet et l'intelligence artificielle. Mais ces problèmes affectent l'avenir de toute l'humanité et ils doivent être considérés sur une base universelle, sans discrimination ni tentative d'obtenir un avantage unilatéral. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une négociation honnête impliquant tous les membres de l'ONU plutôt que la manière dont le soi-disant pacte du futur a été préparé sans une seule série plénière de négociations auxquelles tous les pays auraient participé. Mais au lieu de cela, le pacte a été exécuté sous le contrôle de manipulateurs occidentaux. En conséquence, le pacte, avant même d'être né, avait déjà rejoint le panthéon des déclarations qui sonnent bien en anglais. C'est triste, mais tel est le sort réservé aux produits de ces sommets mondiaux. Mais les choses ne sont pas meilleures lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité, qui sont contraignantes. Le sabotage des décisions sur le règlement du conflit au Kosovo et des accords de Dayton sur le gouverneur bosniaque-Artsakh en dit long. Mais l'exemple le plus flagrant reste la prorogation, depuis près de 80 ans, des résolutions consensuelles sur la création d'un État palestinien indépendant coexistant dans la paix et la sécurité avec Israël. Rien ne peut justifier les actes de terrorisme dont les Israéliens ont été victimes le 7 octobre de l'année dernière. Mais tous ceux qui ont encore un peu de compassion sont scandalisés par le fait que la tragédie d'octobre soit utilisée pour punir collectivement les Palestiniens sous la forme d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Il faut immédiatement mettre fin au massacre de civils palestiniens avec des armes américaines. Il est important d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave, la reconstruction des infrastructures et, surtout, il est important de garantir la réalisation du droit légitime des Palestiniens à l'autodétermination et de leur permettre, non pas en parole, mais en acte, comme ils le disent sur le terrain, de créer un État contigu et viable à l'intérieur des frontières de 1967 avec Jérusalem Est pour capitale. Un autre exemple flagrant de méthodes terroristes utilisées comme moyen d'atteindre des objectifs politiques est l'attaque inhumaine contre le Liban qui a transformé la technologie civile en une arme mortelle. Une enquête immédiate doit être menée sur ce crime. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux face aux nombreuses publications dans les médias, y compris en Europe et ici aux États-Unis, qui indiquent à des degrés divers l'implication et à tout le moins la connaissance de Washington dans la préparation de cet attentat terroriste. Et nous comprenons que les Américains nient toujours tout et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour étouffer les faits qui sont révélés, comme ils l'ont fait en réponse aux preuves irréfutables de leur implication dans l'attaque terroriste contre le gazoduc Nord Stream. Ces gazoducs étaient d'ailleurs un merveilleux symbole de cette coopération mondiale dont rêve notre secrétaire général. Mais à cause de leur destruction, la compétitivité de l'Union européenne dans l'économie mondiale a été sapée pendant de longues années au profit des États-Unis. L'Occident a également conscience que la vérité sur ceux qui ont organisé de nombreux autres crimes odieux a été reléguée au second plan, notamment la provocation sanglante dans le sous-sol de Butcher à Kiev et la série d'empoisonnements de citoyens russes en Grande-Bretagne et en Allemagne. Le secrétariat de l'ONU ne peut rester à l'écart des efforts visant à établir la vérité dans des situations qui ont un impact direct sur la sécurité mondiale et, ce faisant, il est tenu de respecter strictement l'article 100 de la Charte des Nations Unies, d'agir de manière impartiale et d'éviter la tentation de faire le jeu des États individuels, en particulier
particulier ceux qui appellent activement non pas à la coopération, mais à diviser le monde entre le jardin fleuri et la jungle, ou entre ceux qui sont assis autour de la table de la démocratie et ceux qui sont au menu. N'oublions pas non plus les états de service de ceux qui exigent que leurs règles soient appliquées par le reste du monde. L'invasion de l'Afghanistan et la formation de la tristement célèbre coalition ont été accompagnées de la formation d'Al-Qaïda, et l'agression contre l'Irak a eu pour conséquence directe la création de l'EIIL. Le déclenchement de la guerre en Syrie a donné naissance au front Al-Nosra, qui est aujourd'hui Tahasham, et la destruction de la Libye a ouvert les vannes à la pénétration du terrorisme dans la région du Sahara et du Sahel et à l'afflux de millions de migrants illégaux vers l'Europe. Nous appelons tous ceux qui pensent à l'avenir de leur peuple et de leur pays à se méfier de toute nouvelle frasque de ceux qui ont inventé ces règles. Nous sommes particulièrement préoccupés par la pratique désormais quasi courante des assassinats politiques, comme cela s'est produit une fois de plus hier à Beyrouth. La tournure tragique et inacceptable des événements dans le conflit israélo-arabe au Yémen, dans le bassin de la mer Rouge, dans le golfe d'Aden, au Soudan et dans d'autres points chauds d'Afrique reflète un fait incontestable. La sécurité peut être égale et indivisible pour tous ou ne le sera pour personne. La Russie tente depuis des années de faire comprendre à Washington, Londres et Bruxelles, obsédés par leur propre exceptionnalisme et leur impunité, ce qui semble être une vérité simple dans le contexte de la sécurité européenne. Bien qu'ils aient initialement promis de ne pas élargir l'OTAN et qu'ils aient signé en 1999 et 2010 dans des documents officiels des sommets de l'OCE l'obligation de ne pas assurer leur sécurité au détriment des autres, l'Alliance de l'Atlantique Nord mène en réalité depuis 3 décennies l'expansion géopolitique et militaire de l'OTAN en Europe. Elle tente de s'implanter dans le Caucase du Sud en Asie centrale, créant ainsi des menaces directes pour la sécurité de notre pays. Et maintenant, la même chose se produit dans la région Asie-Pacifique, où l'infrastructure de l'OTAN s'infiltre pour contenir ou dissuader la Chine et la Russie. Des blocs politico-militaires étroits sont créés, ce qui sape l'architecture de sécurité inclusive sous l'égide de l'ASEAN. Et l'Occident non seulement ne se souvient pas de la coopération mondiale dont notre secrétaire général est un fervent partisan, mais il accuse ouvertement dans ses documents doctrinaux la Russie, la Chine, la Biélorussie, la République populaire démocratique de Corée et l'Iran de menacer sa domination. En ce qui concerne la Russie, ils ont déclaré vouloir lui infliger une défaite stratégique, presque exactement comme Londres et Washington l'avaient prévu en mai 1945, en développant avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale une opération intitulée Opération Impensable visant à détruire l'URSS. À l'époque, cela était tenu top secret. Mais les stratèges anglo-saxons actuels ne cachent pas leurs idées pour l'instant. Ils nourrissent leur véritable espoir de vaincre la Russie en utilisant le régime néo-nazi illégitime de Kiev, mais ils préparent déjà l'Europe à ce qu'elle se lance également dans cette escapade suicidaire. Je ne vais pas parler ici de l'absurdité et du danger de l'idée même de tenter de se battre jusqu'à la victoire avec une puissance nucléaire, ce qu'est la Russie. Tout aussi insensés sont les partisans occidentaux de Kiev qui jurent qu'il n'y a pas d'alternative aux négociations basées sur la tristement célèbre formule de paix. Ils défendent cet ultimatum voué à l'échec en invoquant sans vergogne la Charte des Nations Unies exigeant que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit garantie. Et je voudrais rappeler en particulier à mes collègues du secrétariat que la Charte ne porte pas uniquement sur l'intégrité territoriale. La première charte de la Charte énonce l'obligation de respecter les principes d'égalité et d'autodétermination des peuples, et elle a servi de base juridique internationale au processus de décolonisation qui, soit dit en passant, doit encore être mené à bien, quelle que soit la résistance des Français, des Britanniques et d'autres anciens pays coloniaux. En 1970, l'Assemblée générale a décidé à l'unanimité dans sa déclaration que chacun doit respecter l'intégrité territoriale des États dont les gouvernements respectent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et, sur cette base, assurer l'intégrité territoriale de l'ensemble de la population vivant sur ce territoire.
Et je souligne qu'il s'agissait d'une décision unanime de l'Assemblée générale des Nations unies, prise à l'issue de longues années de discussions difficiles. Il n'est pas nécessaire de prouver que les néo-nazis ukrainiens, qui ont pris le pouvoir à Kiev suite à la sanglante coup d'État soutenue par les États-Unis et leurs alliés en février 2014, ne représentaient pas et ne représentent toujours pas la population russe de Crimée, de Donbass et de Novorossiya. Les dirigeants occidentaux qui font tout ce qu'ils peuvent pour parler des droits de l'homme restent silencieux sur ces droits lorsqu'il s'agit des actes racistes de leurs clients à Kiev. À la lumière de cet oubli, je vous rappelle une autre exigence de l'article 1er de la Charte des Nations Unies. L'obligation de respecter les droits et les libertés fondamentales de toute personne, sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion. Les droits des Russes et de ceux qui estiment faire partie de la culture russe à la suite de la coup d'État de Kiev ont été méthodiquement exterminés. La langue russe en Ukraine est interdite par la loi dans tous les domaines de l'éducation, des médias, de l'art, de la culture et même dans la vie quotidienne. Récemment, une autre loi a été adoptée interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Ces violations flagrantes des droits des Russes inscrits dans la Charte des Nations Unies, et elles s'accompagnent de menaces pour la sécurité de la Russie et de toute l'Europe, émanant du régime de Kiev et de ceux qui l'entraînent dans l'OTAN. Et toutes ces causes sont les causes profondes de la crise ukrainienne actuelle. C'est pour y remédier que vise l'opération militaire spéciale que la Russie mène pour défendre sa sécurité, le présent et l'avenir du peuple sur ses terres natales. Nous apprécions la volonté sincère d'un certain nombre de nos partenaires de faire avancer les initiatives de médiation dans l'intérêt supérieur de l'humanité. Nous apprécions leurs résultats constructifs, contrairement à la formule de paix désespérée de Zelensky. Nous appelons nos amis, dans leurs efforts futurs, à prendre pleinement en compte les faits que j'ai mentionnés concernant les véritables raisons de cette situation, les véritables causes de cette situation, si elles ne sont pas traitées. Une paix juste fondée sur la Charte des Nations Unies ne sera pas possible. Un plan de règlement réaliste a été présenté par le président Poutine le 14 juin, lorsqu'il a une fois de plus démontré de manière convaincante la bonne volonté de la Russie lorsqu'il s'agit de parvenir à des accords négociés. Les perspectives ont été écartées par Kiev et ses partisans à la suite de la crise de 2014, de la rupture des accords de Minsk en 2015 et des accords d'Istanbul de 2022. Le niveau sans précédent d'arrogance et d'agressivité des politiciens occidentaux à l'égard de la Russie non seulement anéantit l'idée de coopération mondiale du secrétaire général, mais bloque également de plus en plus le fonctionnement de l'ensemble du système de gouvernance mondiale, y compris le Conseil de sécurité. Ce n'est pas quelque chose que nous avons choisi et nous ne sommes pas responsables des conséquences de cette voie dangereuse. Cependant, si l'Occident ne s'arrête pas, il y aura des coûts importants qui seront ressentis par tout le monde. Il est clair pour la majorité mondiale que la confrontation et l'hégémonie ne résoudront aucun problème mondial. Elles ne feront que freiner artificiellement le processus objectif de formation d'un ordre mondial multipolaire qui sera fondé sur l'égalité des droits des grandes et des petites nations, qui respectera les valeurs de l'identité humaine, l'égalité des hommes et des femmes et le droit des peuples à déterminer leur propre destin. Et d'ailleurs, toutes ces citations sont également tirées de la Charte des Nations Unies. Tout comme le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains, dont la confirmation, à la honte des membres de notre organisation, a été bloquée par les États-Unis et leurs satellites lors de ce même sommet du futur où le pacte a été adopté. S'exprimant le 18 septembre devant les participantes du 4e Forum des femmes eurasiennes à Saint-Pétersbourg, le président Poutine a souligné la nécessité de mettre en commun les efforts au nom du développement durable et de la sécurité générale, universelle, égale et indivisible. S'attaquer aux problèmes les plus complexes auxquels l'humanité tout entière est confrontée est une chose que nous ne pouvons faire qu'ensemble, en tenant compte des intérêts de chacun. L'Occident doit en prendre conscience et renoncer à ces nouvelles idées coloniales. Le Sud et l'Est s'expriment de plus en plus haut sur leurs droits et leur pleine participation au processus décisionnel sur l'ensemble de l'agenda international, ce qui devient particulièrement pertinent dans une situation où l'Occident détruit progressivement le modèle de mondialisation qu'ils ont eux-mêmes créé.
Le rôle des associations interétatiques en Asie, en Afrique et en Amérique latine se renforce, notamment l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union africaine, la Communauté des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, la Ligue des États arabes, l'Union européenne, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, etc. Les contacts entre ces structures d'intégration régionale s'établissent entre elles et également avec l'Association mondiale des BRIC, ce qui crée des opportunités d'harmonisation des approches et de consensus sur des mécanismes de coopération et de développement mutuellement bénéfiques qui ne sont pas sous le contrôle d'influences ou de diktats extérieurs négatifs. Tous ces processus objectifs doivent également être pris en compte dans les travaux du G20, où le G7 n'est plus en mesure de choisir le ton. Nous devons examiner de manière nouvelle les moyens d'assurer la sécurité dans différentes régions, en tirant les leçons de la triste expérience du fonctionnement des modèles de l'OTAN ou des modèles dits de sécurité euro-atlantique que l'Occident a utilisés pour servir ses propres idées expansionnistes. La Russie a lancé l'initiative visant à former une architecture inclusive de sécurité égale et indivisible en Eurasie, qui, je tiens à le souligner, est ouverte à tous les États et organisations de notre continent commun. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour trouver des solutions mutuellement acceptables en utilisant les interconnexions et les avantages concurrentiels naturels d'un espace eurasien unique. Ce sujet fera l'objet d'une conférence internationale à Minsk qui débutera le 31 octobre de cette année. Nous ne nous éloignons pas du dialogue avec l'Occident. En juillet, sur proposition de la Russie, un débat ouvert a eu lieu au Conseil de sécurité sur le thème de la construction d'un ordre mondial plus juste et plus durable. Nous pensons qu'il est important d'entamer la discussion que nous avons entamée à l'ONU ainsi que sur d'autres plateformes avec un ordre mondial plus équitable. Cela nécessite sans aucun doute l'élargissement de la représentation du Sud global au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous soutenons l'opposition en faveur des candidatures du Brésil et de l'Inde tout en prenant une décision positive sur les initiatives bien connues de l'Union africaine. Toutefois, nous ne pouvons bien sûr même pas parler de sièges supplémentaires pour les pays occidentaux qui sont déjà surreprésentés au sein du Conseil de sécurité. Mesdames et messieurs, en mai de l'année prochaine, nous célébrerons le 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle la politique génocidaire du Troisième Reich a tué des dizaines de millions de personnes, dont 27 millions de citoyens de tous les peuples de l'Union soviétique. Ces crimes sont imprescriptibles, et aucune justification morale n'existe pour ceux qui tentent de blanchir les bourreaux nazis, les collaborateurs et leur adhésion actuelle, que ce soit en Ukraine, dans les pays baltes, au Canada ou dans tout autre pays. Aujourd'hui, le monde est confronté à des défis extrêmement graves qui nécessitent une union des forces plutôt que la confrontation et une soif de domination mondiale. La Russie se tiendra toujours du côté du travail collectif, du côté de la vérité et du droit, de la paix et de la coopération dans l'intérêt de faire renaître ces idéaux qui ont été consacrés par les pères fondateurs. Tel est l'objectif du groupe d'amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, créé à l'initiative du Venezuela. Ces objectifs et ces principes restent pleinement pertinents. Le plus important est de s'assurer que chacun soit guidé par ces principes. Non pas en choisissant de manière sélective dans un menu, mais plutôt dans leur intégralité et tels qu'ils sont interconnectés, y compris le principe de l'égalité souveraine des États. Ensuite, en œuvrant en faveur de la formation d'un équilibre honnête entre les intérêts nationaux légitimes de tous les pays, nous serons en mesure de donner vie à la raison d'être de l'ONU, qui est inscrite dans la Charte, à savoir être un centre d'harmonisation des actions des nations. Merci.